n'êtes plus membre du gouvernement parce que vous avez démissionné. Dites-moi, Monsieur Chiroma, est-ce qu'il y aurait une procédure quelconque engagée contre vous et dont vous avez reçu notification? Absolument pas. Absolument pas. J'ai servi le président Biya pendant 20 ans. J'ai été pendant 4 ans ministre des Transports, et puis un peu plus de 16 ans, ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, puis ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Il n'y a jamais eu une procédure de quelque nature que ce soit orchestrée ou organisée à mon encontre, pas à ma connaissance. Et de toute manière, si tel était le cas, probablement, ma démarche aurait peut-être dû être différente. Et je vais vous dire une chose. L'ostracisme au niveau des hautes sphères de l'État, lors de la crise du Covid, des moyens ont été mis à la disposition de l'État en général, du gouvernement en particulier. Je suis responsable de l'emploi. Des moyens ont été mis à la disposition du ministre en charge du travail. Je suis ministre de l'Emploi. Je m'occupe donc de l'emploi des Camerounais. Pas un iota, pas un franc n'a été mis à la disposition. On a donné de l'argent à tous ceux qui sont chargés de la formation, de l'éducation, enseignement de base, enseignement secondaire, enseignement supérieur. J'enseigne la formation professionnelle. La chose indispensable, sans laquelle la construction de la richesse est impossible. Je n'ai pas reçu un copec de l'argent du Covid. Je vous dis ça pour vous dire l'ostracisme dont j'ai fait, et jusqu'à mon départ, l'ostracisme dont j'ai fait l'objet quand j'étais au gouvernement. Avec votre permission, nous aurons l'occasion de revenir sur votre sortie du gouvernement. Finissons-en avec cette actualité présente. Lorsque un commissaire divisionnaire se présente devant vous et vous dit « vous ne voyagez pas », comment est-ce que vous avez passé la journée d'hier? Est-ce que vous avez dormi de la nuit? Comment est-ce que vous vous êtes senti? Je sollicite mes compatriotes de me faire confiance, qu'ils me confient la gouvernance de notre nation pour établir l'ordre. Parce que la nation est aujourd'hui dans un chaos. Lorsque le commissaire se présente à moi, il n'aurait même pas, lui-même n'aurait pas dû accepter des ordres oraux qu'il aurait reçus de quelque part. Il aurait argué le fait que l'exercice de sa fonction lui prescrit d'avoir un document qui atteste. J'aurais pu dire à monsieur le commissaire, ça c'est vos fantasmes, je n'accepte pas. Je vous ai dit, j'ai accepté simplement pour éviter de donner un spectacle. Le commissaire aurait dû dire à sa hiérarchie, faites-moi parvenir rapidement un document que je vais exhiber au ministre Chiroma afin de le persuader que ce n'est pas ma volonté, c'est la volonté de l'autorité de compétence. Ça n'a pas été fait. Vous posez la question de savoir si j'ai bien dormi. Non, on ne peut pas bien dormir. Quand l'injustice, l'iniquité, l'arbitraire règnent aux plus hautes sphères de l'État, personne ne doit bien dormir. Personne. Parce que la justice, c'est le pouvoir de régulation de l'ordre social, la justice. C'est l'arbitre du jeu sociétal. Mais dès lors que la justice, la loi est mise entre parenthèses, aucun citoyen n'est en sécurité. Ai-je bien dormi? Je dois m'en convaincre, n'est-ce pas? Mais si d'aventure le sommeil ne vient pas, vous savez, on prend un petit quelque chose pour dormir, sinon on risque de s'effondrer. Non, on ne peut pas dormir. Ce pays ne peut inspirer confiance à personne. Dès lors qu'on peut disposer de vous, en dehors du cadre juridique, légal,
on peut disposer de vous comme on veut. Mm. Parce qu'on est au pouvoir, parce qu'on a de l'autorité, parce que. Mm. À votre avis, qui se cache derrière cette interdiction formelle, informelle, verbale? J'ai une réponse très simple. Et cette réponse vient du commissaire divisionnaire. Donnez-la nous. Aussi longtemps, vous devez obtenir l'autorisation de la présidence de la République avant de sortir. Ce qui veut dire autorisation de la présidence de la République. Mm. À vous de tirer donc toutes les conclusions qui s'imposent. Issa Chiroma Bakari, vous partiez donc à Dakar pour vous recueillir sur la tombe d'Amadou Ahidjo, le premier président de la République du Cameroun. Vous avez évoqué dans votre prise de parole cette nécessité de rendre hommage au père fondateur de notre pays. Mais en ce moment précis, quelle était l'opportunité de vous rendre sur la tombe d'Ahidjo? Je l'ai dit, je suis candidat à l'élection présidentielle. Je dois rendre hommage à nos maîtres. Ceux-là, je vous ai dit, qui ont décidé, qui ont pris les armes, qui ont sacrifié leur existence. Je me devais de leur rendre hommage. Le seul endroit, le seul réceptacle approprié pour cela, c'est là où se trouve au moins l'un des bâtisseurs de la nation. Il y a d'autres. Dans mon programme politique, je préconise le rapatriement des restes de tous nos héros qui se trouvent hors de nos frontières. Si je savais où se trouvaient les restes des autres héros, j'aurais pu ne pas choisir le Sénégal, mais aller ailleurs. Parce que j'ai déjà été au Sénégal, mais il faut que vous me donniez l'opportunité de le dire. J'ai été victime d'un mensonge. Enfin, je vais dire, vous avez dit quelle est l'opportunité. Oui, il fallait que je rende hommage. Rendre hommage, c'est m'incliner devant la tombe de l'un de ces héros. Et surtout qu'Ahidjo a eu le privilège d'être le premier président du Cameroun. Aujourd'hui, nous savons dans quel état il a rétrocédé le pouvoir et dans quel état se trouve notre nation aujourd'hui. C'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que vous l'avez déjà fait par le passé? Vous prosternez devant sa tombe, voilà. Devant sa tombe. Merci de me donner cette opportunité. Parce que quelque part, il a été dit, je pense que c'est Madame Aminata Ahidjo. Nous en arrivons. Bon, alors, si vous ne voulez pas qu'on l'évoque maintenant, je dirais simplement que oui, j'ai déjà eu l'opportunité de m'incliner devant la tombe du président Ahidjo. Vous me donnerez l'opportunité de vous dire dans quelles circonstances. Bien évidemment. Et vous avez parlé d'Aminatou Ahidjo, la fille d'Amadou Ahidjo, président de la République du Cameroun, a qualifié dans un communiqué votre action avortée, puisque vous n'avez pas pu aller au Sénégal, d'escroquerie politique, puisque, dit-elle, vous n'avez jamais présenté vos condoléances à la famille Ahidjo. Réaction? J'ai beaucoup de respect pour le président Ahidjo. Énormément de respect. C'est mon maître. C'est mon maître, j'ai beaucoup de respect. J'ai aussi beaucoup de respect pour sa famille. Je ne m'adresserai pas à Mme Aminata Ahidjo avec condescendance. Du fait du privilège qu'elle a eu à être le fils du président Ahidjo, qui a été pour moi un exemple. Mais je voudrais rappeler les faits. Et les faits sont têtus. Le président Ahidjo est mort en 89. Cher monsieur, en 89, j'étais en prison. J'étais en prison à Yoko. Et nous étions maintenus dans des conditions abominables. Je ne pouvais pas évoquer. C'est l'histoire. J'étais à Yoko. Comment voulez-vous que j'ai le don d'ubiquité d'être en prison à Yoko en 89 au moment où le président Ahidjo mourait, et aussi à Dakar pour présenter mes condoléances. Ce que je peux vous dire à ce moment, nous en avons tous été affligés, vraiment affligés, choqués. Et parce que pour nous, c'était un mur qui s'effondrait sur une porte qui ne pourrait plus jamais s'ouvrir. Pourquoi?
Parce que tout au long de notre séjour en prison, nous avons caressé l'espoir qu'il y ait réconciliation entre le président Ahidjo et son fils, le président Biya. Et que cette réconciliation aurait pu faciliter notre libération. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Donc, je cite dans ce cas-là, j'étais en prison, je ne pouvais pas. Je rappelle que vous avez fait 7 ans en prison. Très bien. Deuxième vérité, je suis élevé à la dignité de ministre des Transports. Ministre des Transports, j'ai la tutelle de la SECNA. La SECNA, vous expliquerez à vos téléspectateurs ce que c'est, la SECNA. C'est une structure qui gère la sécurité aérienne de 15 pays africains, dont le Cameroun. Je suis donc, de par la fonction, tenu à prendre part à toutes les rencontres statutaires de cette institution. À cette époque-là, il y a un monsieur, aujourd'hui, qui va témoigner. Il s'agit de M. Edimou, l'actuel ministre conseiller spécial de M. le Premier ministre, chef du gouvernement. À l'époque, il était représentant de la SECNA au Cameroun, représentant résident. Lorsque je suis allé donc en mission, dans le cadre d'une rencontre statutaire de la SECNA, je suis allé avec M. Edimou, qui était donc le représentant de la SECNA au Cameroun. Et je voudrais également dire une chose, c'est que Edimou a une relation de proximité très grande avec toute la famille du président Ahidjo. Toute la famille. Aujourd'hui, il considère par exemple Mamadou Ahidjo comme son frère. Et effectivement, ces liens ont existé. Je suis allé donc avec Edimou à la réunion de la SECNA. À la fin de cette rencontre, Edimou m'a amené au domicile du président Ahidjo à Dakar, au domicile du président Ahidjo. Parce qu'il est en contact étroit avec Mme Ahidjo, personne. Germaine. Je vais donc chez Germaine. Germaine m'accueille et elle m'a dit un certain nombre de choses qui doivent rester secrètes entre elle et moi. Edimou était présent. Lorsque nous finissons donc la rencontre, je lui présente des condoléances et lui demande de les adresser à toute sa famille. C'est pour ça que je dis que peut-être Mme Aminatou Ahidjo a fait preuve d'une amnésie sélective. Parce qu'elle ne peut pas n'avoir pas appris que je suis allé au domicile de son père pour présenter mes condoléances à sa mère. J'aurais bien aimé rencontrer également Babette que j'ai connue. Elle, Aminatou, je ne connaissais pas, mais je connaissais pas. Donc je suis allé. Et quand nous sommes sortis de là, Edimou m'a amené m'incliner devant le tombeau du président Ahidjo. Nous sommes en 1992. Alors, est-ce 93 ou 94? 93. Je suis parti du gouvernement en 96. 96. C'est donc dans ce laps de temps que je suis allé prendre part à la réunion conventionnelle et avec Edimou. C'est donc Edimou qui m'a amené au cimetière de Youf, ou quelque chose comme ça au Sénégal, et je me suis incliné devant le reste du président Ahidjo, en présence. Et d'ailleurs, nous avons une photo qui marquait cet instant. Ensuite, à la mort de Germaine, je suis allé au domicile de Mme Aminatou pour lui présenter des condoléances du fait de la disparition de sa mère. Comment donc cet être, pour qui, au nom de son père, j'ai du respect, comment peut-elle me couvrir de propos diffamatoires, attentatoires à mon honneur, et des propos qui sont des mensonges grotesques, Je vous ai cité des témoins, vous verrez des photos. Comment peut-elle se plaindre? Simplement, est-ce parce qu'elle était un instrument entre? Est-ce parce qu'elle cherche quelque chose? On dit qu'elle veut entrer au gouvernement.
Faudrait-il donc peut-être... Qu'est-ce qui, à votre avis, justifie dans cette sortie? Je ne veux pas le dire, mais je dis qu'on pense qu'elle est à mesure de travailler père pour la promotion. Ce n'est pas mes photos. Je respecte le président Aïdjo. Vous savez, je vous ai dit quand j'étais étudiant en France, j'avais le privilège de rencontrer le président Aïdjo autant de fois que c'était nécessaire. Je suis rentré également. J'ai eu ce privilège-là. Donc, ce monsieur m'a marqué. Et c'est sous son administration que j'ai fait mes études supérieures. Je suis ingénieur de 2 établissements, ferroviaires et universitaires. C'est sous son administration. C'est pour ça que j'exprime une gratitude de reconnaissance. Sortons définitivement de cette affaire de voyage manqué à l'aéroport international de Yaoundé. Germaine Aïdjo dénonce également au passage ce qu'elle qualifie de mensonge sur les règles établies par le gouvernement sur le déplacement de ses membres. On en a évoqué tout à l'heure, mais elle estime que vous savez très bien que vous ne pouvez pas sortir du pays comme ça. C'est une fois de plus procéder comme ça. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Ma mission, c'est d'aller partout où se trouvent les Camerounais, où ils sont des électeurs. Je dois aller vers la diaspora. Monsieur, quand bien même il y aurait une restriction, dès lors que je suis candidat, une mesure d'exception s'imposerait, se serait imposée, parce que je dois aller à la rencontre de mon électorat. Je dois aller vers la diaspora. Comment voulez-vous que j'aille à la diaspora si je ne sors pas? Donc, c'est qu'elle dit une fois de plus, Madame Aminatou, je ne veux pas entrer en polémique avec vous, mais de grâce, épargnez la mémoire de votre père aujourd'hui, célébré par tous les Camerounais. Merci beaucoup. Nous recevons Issa Chiroma Bakari, ancien membre du gouvernement, qui n'a donc pas pu se rendre au Sénégal parce qu'empêché par un commissaire divisionnaire à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. C'était donc hier jeudi. Issa Chiroma Bakari, vous êtes le président national du FSNC, c'est le Front social pour le Front pour le salut national du Cameroun, créé en 2007. Je rappelle que vous avez 75 ans. Vous êtes ancien. Ah, vous avez 78 ans. Merci pour cette rectification parce qu'effectivement, nous avons, il y a cette polémique sur votre âge parce que certaines données nous parlent de votre naissance en 49, l'autre un peu plus tôt. Merci donc pour cette précision. Vous savez pourquoi? Bien? Non. Parce que je suis jeune, fort et beau. N'est-ce pas? Nous vous le concédons. Je rappelle donc que vous avez 78 ans, vous étiez jusqu'au 24 juin 2025 membre du gouvernement, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Vous avez donc démissionné du gouvernement, nommé donc en 2019. Avant cela, vous avez occupé les fonctions de ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement pendant 10 ans, puisque nommé en 2009. Et en 1992, vous l'avez dit, vous avez été ministre des Transports pendant 4 ans. Durant donc ces 20 ans cumulés au sein du gouvernement, vous avez eu à acquérir des expériences, vous avez travaillé de part et d'autre. Vous avez dit, lorsque vous avez démissionné, lors d'une conférence de presse, que c'est la rupture parce que vous avez eu une alliance avec le président Paul Biya et vous estimez que les choses ne sont plus comme par le passé. Aujourd'hui, donc, dites-nous, qui décide à la présidence de la République, puisque vous avez dit que le président est suffisamment fatigué et qu'il devrait aller se reposer. Qui décide à la présidence aujourd'hui, M. Thierry? Si j'avais la possibilité de lire dans la boule de cristal, je vous aurais répondu avec précision. Mais je dis la chose suivante. Ce qui est de notoriété publique, vous journalistes, vous pouvez vérifier. Quelque part, j'ai dit que durant 2 mandats, 14 ans, le président de la République n'a pas convoqué un conseil des ministres. 14 ans. Très bien. Et on a eu en 2019 14 ans, oui. En 2019, chaque fois que le président de la République forme un gouvernement,
Il réunit des ministres. Mais ça, ce n'est pas un conseil des ministres. Si vous voulez, c'est un conseil de prise de contact et de directives que le président de la République donne à l'ensemble de son gouvernement. Vous êtes tous investis de la confiance que chacun exerce pleinement. C'est l'occasion. Il y en a pas un autre. OK? Donc, il y a d'abord déjà ça. Vous voulez savoir qui gouverne à la présidence. C'est la question que vous me posez. Je reviens en vous disant une chose. J'ai pris un engagement, celui d'accompagner le président de la République jusqu'à la fin de sa carrière. Ministre de la Communication, j'ai eu à conduire deux élections présidentielles. 2011 et 2018. 2018. Je les ai connues. Lorsque je dis que j'accompagne le président de la République jusqu'à la fin de sa carrière, c'est pas Chiroma qui lui importe. C'est le poids démographique de Chiroma au sein de la population. C'est ce que le Chiroma lui apporte comme soutien politique et populaire. C'est ça qui compte. C'est pas parce que je suis expert, non. Et chaque fois, avant d'aller à une élection, je fais toujours une autre président de la République. Je dois me rendre à ma base pour savoir dans quel état d'esprit se trouve cette base, afin de convaincre ou bien de revenir vous donner les résultats. En 2011, je l'ai fait. Je réunis toujours dans le cadre de plusieurs meetings entre tous ces candidats sur lesquels j'étais-vous votre dévolu. 2011, nous préférons le président aux autres. 2018, nous préférons le président Biya. 2025. J'ai organisé 2 meetings historiques, l'un à Maroua, l'autre à Garoua. Quand j'arrive à Garoua, pour le meeting de Maroua, je reçois donc des informations de mes militants de Maroua. Chiroma, on te connaît. Quand on te voit, c'est Biya. Mais cette fois-ci, si tu nous parles de Biya, si on ne te jette pas des pierres, pour ton âge et pour ce que tu as pu faire, on te laissera seul sur le podium. Ne nous parle pas de lui. Je reçois cette information avant d'aller à Maroua. Il n'y aurait pas de souci. Je vais donc à Maroua. Un meeting comme on n'en a jamais vu, même du temps où l'opposition était encore. Et vous constaterez, si vous sortez les images, vous constaterez toujours deux personnes à côté de moi pour me rappeler. Attention, ne prononce surtout pas le nom de Biya. Attention. Vous savez, l'habitude à la produire, comme on dit. Pour la première fois, j'ai donc dit à la militants, immense, je ne viens pas vous dire qui voter. Vous êtes le peuple, vous êtes la souveraineté. Mais moi, vous êtes le maître d'ouvrage. Moi, je suis le maître d'œuvre. Vous me direz qui vous voulez et j'organiserai le vote. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Je vais à Garoua. C'est exactement la même chose. Ce qu'ils me disent, nous sommes fatigués. Nous sommes les dindons de la farce. Tout démontre aujourd'hui la partie la plus misérable. Par exemple, les statistiques sont là. Ce n'est pas moi qui ai rédigé ces statistiques, c'est l'Institut national des statistiques. Plus de 70-72% de la misère, de la pauvreté, c'est dans la partie septentrionale, en particulier à l'extrême nord, ainsi de suite. Je profite de l'occasion pour vous dire pourquoi cette réaction globale, presque épidermique. Tous les mois, l'État dépense 120 milliards, 113 ou 120 milliards pour payer le salaire des employés de l'État, gouvernement et machin. 120 milliards. Figurez-vous bien que les 3 régions septentrionales, l'extrême nord, le nord et la nord, asseyez-vous bien, ne reçoivent pas 10 milliards sur 120 milliards avec la population que vous connaissez. Ce que je vous dis, c'est des faits. Ces faits, vous allez au ministère des Finances, vous les trouverez. Ce document, il existe. Comment voulez-vous que la misère ne soit pas? Et face donc à tout ça,
Qu'est-ce que je vais dire à ces populations pour voter bien? On vous dira qu'il n'y a pas de route. Aujourd'hui, le septentrion, on est à moins de 7%. Mais M. Chiroma, le mal est généralisé dans les 10 régions. Je suis désolé. Je suis désolé. D'accord, poursuivez. Voilà. Je connais ce que votre base vous a dit. Non, mais voilà, ne m'interrompez pas, monsieur le gouverneur. Je connais cet article, vous savez. Nous avons eu à colère. Ce que je vais dire. Aujourd'hui, je suis candidat à l'élection présidentielle. La fonction transfigure. Je ne m'occupe plus du septentrion, je m'occupe de toute la nation. Confiez-moi cette nation et vous allez voir ce que je vais en faire. Mais vous avez posé le cas particulier. Souffrez donc que je vous donne des éléments d'appréciation. C'est donc pour cette raison que je vous ai donné ces chiffres-là. Les gens m'ont dit, n'en veulent plus. Et il se trouve que ça fait résonance sur l'ensemble du territoire. Il y a les 3 évêques. Tous ceux du septentrion. Donc, elle m'a dit, nous n'en voulons plus, même si c'est un diable, nous voulons d'abord prendre le diable et puis on va voir comment on va le gérer. C'est pas exact. C'est exact. Donc, les gens disent qu'ils n'en veulent plus, ils sont fatigués. Quel argument vais-je leur avancer pour les convaincre de voter pour le président? Il y a pour le président sortant. Quel argument? J'étais à court d'arguments. Plus grave encore, le président vient aujourd'hui, il n'est pas dans ma vie, il faut le lui reconnaître. Il est inaccessible, il est invisible. Moi qui ai pris l'engagement de la compagnie, je n'ai plus de partenaire. Il est invisible, il est invisible, il est inaccessible. Je me devais donc de retourner vers le peuple parce que le choix devenait cornélien. Je reste aux côtés du président bien. Je vais m'aliéner pour le reste de ma vie, le peuple. Je vais du côté du peuple. Très certainement, il y a rupture avec le président. La situation est simple. En dehors, j'ai eu à poser, dans le cadre de cette même émission, cette question que vous allez recevoir à un autre membre du gouvernement. En dehors des cérémonies officielles, protocolaires, quand est-ce que vous avez rencontré le président pour la dernière fois? Les faits sont têtus. J'ai rencontré le président Bia à l'occasion, on est encore à l'occasion des fêtes de fin d'année. On allait serrer dans le président Bia. Et moi, je suis privilégié. Chaque fois, il me dit un ou deux mots gentils. Et vous posez la question précise comme celle-là. On le voit cela. Moi, personnellement, je l'ai vu là. On ne le voit pas. Mais ça date pas d'aujourd'hui. On ne le voit pas. Donc, vous ne vous souvenez pas de la dernière fois où vous vous êtes rencontrés tous les deux? C'est la seule. Vous voulez dire le président de la République? Le président Paul Biya et Issa Chiroma Bakary, seul à seul. Je crois qu'en 20 ans, j'ai eu ce privilège qu'une fois. En 20 ans. Il faut dire une chose, je suis privilégié. Quand j'étais ministre de la Communication, j'ai eu le privilège d'accompagner le président de la République. 8 fois. Et à chaque sortie, quand il a l'opportunité, il reçoit ses collaborateurs qui l'accompagnent. Je fais partie, je suis reçu par le président de la République et nous échangeons. Dans ce cadre-là, vous savez, c'est pour ça que j'ai dit, moi j'ai été privilégié. J'ai été privilégié. Je l'ai rencontré mais dans son bureau, à la présidence, une fois. Une fois dans son bureau, bien sûr. Mais je vous ai dit à l'étranger. Bien évidemment. À l'étranger, j'ai eu le privilège de le rencontrer. Et aujourd'hui, avant votre démission, quand vous demandiez à le rencontrer, qu'est-ce qu'on vous disait? Écoutez, je vous ai dit que le président, il faut le comprendre, à 93 ans. La fonction présidentielle est une fonction à plein temps, qu'on ne délègue pas, une fonction à plein temps. Et surtout, lorsque le navire est dans une mer démontée, c'est le commandant de bord, le président de la République qui doit être à la barre.
On ne peut pas rétrocéder ça. Surtout en période d'orage. Sauf que les lois de la biologie soient violées à 93 ans. On ne peut pas tenir là-bas. On ne peut pas. Il y a eu donc cette délégation de signature à Ferdinand Gongor, secrétaire général de la présidence de la République, ministre d'État. Quelles sont les relations que vous avez entretenues avec lui? Bon. Pour vous dire la vérité, et ça, ce n'est que je n'ai aucune relation avec le ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Aucune relation. Aucune. Comment ça? Je vous dis, cher monsieur, je n'ai aucune relation avec le ministre d'État, secrétaire général de la République. Je n'en ai pas eu. Oui, quand j'étais à la communication. Lorsque des directives viennent du chef de l'État à travers son secrétaire général, on se retrouvait, il me passait des directives que j'impliquais, que je mettais dans mes déclarations liminaires. Voilà, il reçoit des directives, il me les répercute. À ce moment-là, mais sinon, je n'ai aucune autre relation. Aucune. Il se trouve aujourd'hui des langues se délier sur son leadership qui dérangera plus d'un. Est-ce que c'est le cas avec vous? Je n'ai aucune relation avec lui. Depuis que vous avez démissionné du gouvernement, est-ce que vos collègues vous ont appelé? Je vous dis pourquoi posez-vous cette question? Qu'est-ce que ça vous apporte si d'aventure je disais oui ou non? Qu'est-ce que ça vous apporte? Les Camerounais veulent savoir comment un ministre vit, comment un ancien ministre vit au quotidien avec ses anciens collègues. Vous savez, un ministre a des responsabilités. Un ministre est fragile. C'est pas que j'ai pas des amis, mais peut-être mon contact avec eux leur vaudrait des lectures préjudiciables à leurs intérêts. Je dis peut-être. Un et de deux, depuis que je suis sorti, dans ma maison aujourd'hui, je reçois par jour au moins 200 personnes qui viennent tous les jours. Je suis donc très occupé. Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de mes amis ministres. Est-ce que quelques-uns ne vous ont pas dit que votre démission les inspire? En dehors de Bello Boubamaya. Écoutez, chaque ministre, donc, il a son. Pourquoi voulez-vous que je vous dise que tel est le cas? Ça ne change absolument rien. On est un ministre par choix. Un ministre français disait, un ministre, ça se soumet ou ça se démet. Et vous, vous êtes démis? Oui. Lorsque vous constatez que ça ne va pas, vous devez être en harmonie avec votre conscience. Est-ce que vous avez définitivement enterré cette période de griot du pouvoir? Vous présentiez Paul Biya comme le soleil qui brille. Oui. Bon, votre question est pertinente. Ça me permet naturellement de mettre les points sur les i. Le rôle du ministre de la communication porte-parole du gouvernement, c'est d'être infusible. C'est d'être un bouclier pour recevoir tous les coups. Sa responsabilité, c'est la protection des institutions, quoi qu'il en coûte. L'image qu'il doit vendre, c'est l'image d'un gouvernement sérieux, travailleur, et qui s'occupe au quotidien du peuple. C'est sa vocation, c'est sa mission. Le ministre ne doit pas répandre des idées de peur, non. Sa responsabilité, c'est cela, voyez-vous. Vous me donnez cette... J'ai des moments de douleur. Le moment de douleur, c'est lorsque nos militaires, que je dois défendre, c'est le moment où nos militaires ont eu froidement à abattre les membres de la famille de Bouhara, froidement. À l'extrêmement. Je peux souffrir. Mais sachez une chose,
Le ministre de porte-parole, c'est le ministre de compétence qui lui fait tenir les éléments de langage. À l'occasion de cette émission, vous avez constaté, j'avais toujours le colonel Badjek à mes côtés. L'ancien chef de la division de la communication Voilà. du ministère de la Défense. C'est lui donc qui me remet des éléments de langage. Nous constituons, je fais valider mon propos par sa hiérarchie avant de dire. Je n'invente rien. Mais j'assume la responsabilité. J'ai parlé au nom du gouvernement. Il y a des périodes comme ça où vous êtes pas le bouc émissaire, mais vous devez recevoir le choc. Vous savez, nos militaires, qu'est-ce que nous appelons? Nos militaires, c'est des gens qui donnent leur sang, qui sacrifient leur sang et leur famille pour la